Bonsoir à tous. Après sa défaite à l'élection présidentielle serbe, Milan Panic, le Premier ministre yougoslave, est renversé par son Parlement. La Serbie, mais aussi le Proche-Orient et la Somalie, trois dossiers que nous aborderons dans quelques instants avec le secrétaire général de l'ONU, M. Boutros Ghali. Le métro parisien qui perd 2 beaux contrats, les préparatifs du Paris-Dakar, tels sont quelques-uns des titres de ce 19-20. Mais tout d'abord, ce bras de fer qui continue entre Jérusalem et Beyrouth à propos des Palestiniens expulsés d'Israël. Ce matin, le Liban a en effet rejeté le marché proposé par les Israéliens, l'envoi d'une équipe de la Croix-Rouge contre l'engagement de ravitailler les expulsés. Marie-Odile Pagnès. Quelques mules chargées de nourriture et de bois, c'est le seul ravitaillement des 415 Palestiniens bannis par Israël. Sans la solidarité des villageois voisins, arabes israéliens ou libanais, le camp de Marj el-Zaour n'aurait rien reçu depuis 9 jours. Les convois officiels d'aide humanitaire sont toujours bloqués aux différents postes de contrôle. Aujourd'hui, Israël a accepté qu'une équipe médicale de la Croix-Rouge se rende au camp, mais à une condition, que le gouvernement libanais s'engage ensuite à laisser passer sur son territoire les convois humanitaires. Refus catégorique du Liban, qui s'en tient à sa position de départ. Les Palestiniens se trouvent certes au Liban, mais dans une zone occupée par Israël et qui échappe à la souveraineté libanaise. Beyrouth renvoie donc toute la responsabilité du sort des Palestiniens sur Jérusalem et demande que soit appliquée la résolution 799 du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette résolution exige le retour immédiat en toute sécurité des Palestiniens, mais Israël refuse d'obtempérer. Ce matin, l'État hébreu reconnaissait avoir expulsé 10 Palestiniens par erreur, 10 hommes qui ont aujourd'hui l'espoir de sortir de ce camp, 10 sur 415. En Somalie, la tension monte entre la population somalienne et les forces américaines. Un accrochage sérieux s'est déroulé hier à Mogadiscio, alors qu'une patrouille américaine a voulu inspecter un véhicule surmonté d'un canon. Les Somaliens ont répliqué à coups de pierre. 3 d'entre eux ont été blessés au cours de la riposte des Américains. La descente aux enfers pour Milan Panic, le Premier ministre yougoslave qui avait déjà perdu l'élection présidentielle en Serbie le 20 décembre dernier, vient de subir un nouvel échec. Il vient d'être renversé par son Parlement. Jean-Marc Pitt. Il est arrivé il y a 6 mois, appelé par Slobodan Milosevic. Il s'en retourne aujourd'hui, chassé par lui. Milan Panic vient de terminer sa carrière de Premier ministre de la nouvelle fédération yougoslave. Les 2 chambres du Parlement ont voté successivement sa destitution, 9 jours seulement après sa défaite dans l'élection présidentielle. En juillet dernier, cet immigré de 63 ans quittait sa Californie d'adoption pour prendre ses fonctions dans son pays d'origine. Il venait de passer 35 ans aux États-Unis, où il a fait fortune dans l'industrie pharmaceutique. Il passe d'abord aux yeux de l'opposition pour la marionnette de Milosevic. Mais il prend peu à peu ses distances, exige l'arrêt du nettoyage ethnique, tente de renouer le dialogue avec la communauté albanaise du Kosovo et évoque un projet d'amnistie pour les déserteurs. Son image change, les Occidentaux voient en lui un espoir de dénouer pacifiquement ce conflit et le soutiennent ouvertement lors des élections présidentielles. Une grande partie de l'opposition se range derrière lui et le camp du pouvoir serbe le dénonce comme traître. Au dire de son entourage, il aurait déjà rejoint les États-Unis. Slobodan Milosevic ne connaît désormais plus d'obstacles à l'exercice total d'un pouvoir déjà fortement concentré entre ses mains. Et les Occidentaux n'ont plus qu'un choix, le laisser faire ou le contrer. Et pour la première fois, une ONG, une organisation non gouvernementale, vient de prendre clairement parti dans un conflit. Médecins du Monde a en effet lancé ce matin une campagne nationale intitulée « Halte à la purification ethnique ». Reportage de Zinine Boudaoud et Robin Teboul. Purification ethnique, qu'est-ce que ça veut dire? On chasse les gens de chez eux. S'ils ne veulent pas partir, on les tue. S'ils veulent partir parce qu'ils ont peur, on les entasse dans les camions, les femmes, les enfants, les vieillards, des hommes. Et puis on les emmène dans les camps. Est-ce que ça nous rappelle rien? On peut dire quelque chose, on peut dire non. On peut dire non, que ça cesse les massacres, que ça cesse la torture. On peut dire non avec Médecins du Monde. Dire non. Je ne veux pas être complice de ça. Moi, je ne veux pas être complice de ça. Offensive humanitaire contre la purification ethnique dans l'ex-Yougoslavie. Ce spot de télévision fait partie de l'arsenal déployé par Médecins du Monde. Plus de 3000 espaces publicitaires à Paris et dans toutes les villes de plus de 100 000 habitants. Pour la première fois, une organisation non gouvernementale prend position dans un conflit armé, un tournant.
On n'arrête pas de faire de l'humanitaire. Vous savez, ça va faire 2 ans qu'on est en train de jouer camionneurs sans frontières, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'on apportera des patates et des macaronis, et même au-delà, enfin, du matériel médical, chirurgical, de la dialyse, du matériel de transfusion, des choses même tout à fait sophistiquées. Mais enfin, c'est fini maintenant, on va continuer à le faire naturellement, mais il faut aussi que ce mouvement-là soit accompagné par un mouvement de solution de ce problème-là. Cette campagne repose sur les témoignages recueillis par l'organisation en Bosnie, où depuis 2 ans travaillent une vingtaine de médecins, mais aussi sur le rapport de Tadeusz Mazowiecki pour l'ONU. Médecins du Monde se prononce en fait en faveur d'une intervention militaire en Bosnie-Herzégovine. En duplex de Genève à présent, le secrétaire général de l'ONU, Boutros-Ghali, qui est l'invité du 19-20 ce soir. Monsieur Boutros-Ghali, bonsoir. Bonsoir. En dehors de l'une des options que vous avez formulées hier et qui consisterait à envoyer 10 000 casques bleus supplémentaires autour de la Bosnie, nous croyons savoir ici à Paris que vous avez décidé d'envoyer des renforts dans l'ex-Yougoslavie. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? J'ai obtenu du Conseil de sécurité d'envoyer 750 soldats dans le cadre de la diplomatie préventive en Macédoine. Monsieur le secrétaire général, aujourd'hui, je crois que quand on regarde les choses en face, devant l'intransigeance des Serbes qui se poursuit, est-ce que finalement la seule solution n'est pas l'intervention militaire que prônent les Américains et qui sont maintenant suivis par les Français? Je crois que vous allez même voir Roland Dumas en parler cet après-midi, enfin ce soir. Mais je pense qu'il est difficile de pouvoir avoir 2 opérations, une opération coercitive et une opération de maintien de la paix. Or, nous avons sur place 20 000 soldats, nous avons sur place toute une opération pour offrir une aide humanitaire, et il faudrait auparavant retirer les forces et annuler cette aide humanitaire pour ne pas mettre en danger la vie des opérations ou des hommes qui se trouvent dans une opération tout à fait différente. Vous êtes pour l'opération militaire, quand vous voyez ce qui se passe, on n'avance pas diplomatiquement. Mais d'abord, c'est une décision qui doit être prise par le Conseil de sécurité. Mais moi, je pense qu'il faut encore essayer de négocier, quelles que soient les frustrations, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'impatience de l'opinion publique internationale. Est-ce qu'on peut s'attendre au vote d'une résolution du Conseil de sécurité avant la fin de la semaine? Mes recommandations au Conseil de sécurité, mes recommandations aux États membres, attendez quand même de voir quel sera le résultat des négociations qui ont lieu en ce moment et qui vont commencer le 2 janvier entre les principaux protagonistes, que ce soit Cyrus Vance, le représentant auprès des Nations Unies, que ce soit Lord Owen, le représentant de la communauté européenne. Tous les 2 sont en faveur de la continuation de la négociation, d'offrir une dernière chance à la négociation avant d'utiliser la force, avant d'utiliser des méthodes plus musclées. Est-ce que, monsieur le secrétaire général, est-ce que vous pouvez nous confirmer aussi qu'il y a danger, on a parlé de l'imminence d'une attaque de la part des musulmans bosniaques, dont on sait qu'ils sont armés en partie par l'Iran. Est-ce que ça ne risque pas d'élargir le conflit? Bien, si jamais le conflit s'élargit, alors nous avons échoué dans la négociation. Et alors à ce moment-là, il faudra trouver une nouvelle formule. Mais en attendant, je pense qu'il faut continuer de négocier, il faut maintenir le dialogue. Monsieur Boutros-Ghali, la pression des Russes est-elle si forte qu'elle vous contraint à retarder un peu l'échéance d'une décision plus dure, plus forte? Non, je ne subis aucune pression. J'ai étudié sérieusement mes dossiers, j'ai consulté les 2 représentants, Cyrus Vance et Lord Owen. J'ai moi-même eu des conversations toute la matinée d'hier avec les 3 principaux protagonistes du conflit, et je pense, mon analyse, il se peut que je me trompe, mon analyse c'est qu'il faut continuer de négocier. Monsieur le secrétaire général, 2e dossier important du moment, l'expulsion des Palestiniens par Israël. Ces expulsions, à vos yeux, ne risquent-elles pas de remettre en cause sérieusement les négociations sur le Proche-Orient? Certainement que c'est un obstacle additionnel à ces négociations, bien plus cette expulsion est en contradiction flagrante avec la Convention de Genève. Est-ce que vous, en tant que secrétaire général de l'ONU, vous avez une proposition concrète? Je n'ai pas encore d'idée puisque je n'ai pas encore reçu le rapport de James Jonah, qui est mon représentant spécial
en Israël en ce moment. Monsieur Boutros-Ghali, parlons un peu de la Somalie, si vous le voulez bien. Est-ce pour vous la nouvelle vocation de l'ONU que d'aller protéger les secours humanitaires un peu partout dans le monde? Non, parce que la média internationale s'intéresse au secours humanitaire, mais nous sommes en train de faire en même temps une opération de retour de réfugiés, de reconstruction du pays, de réconciliation nationale. J'espère être à Addis Abeba et tenir une réunion le 4 janvier avec les représentants de toutes les factions pour essayer d'organiser une réconciliation et préparer une véritable conférence internationale de réconciliation, un agenda. Parce que finalement, les Américains ne sont pas en Somalie pour beaucoup plus de temps que prévu. Car en fait, est-ce qu'ils ne cherchent pas, et ne tournons pas autour du pot, à devenir un rempart face à la montée de l'intégrisme dans cette région? Non, le but de l'opération n'est pas du tout de s'occuper de l'intégrisme. Le but de l'opération, c'est un objectif humanitaire. Vous êtes sûr qu'il y a uniquement ça? D'abord, et ensuite, c'est de rétablir la paix. Et c'est aux Somaliens de décider, le gouvernement, qu'ils décident d'avoir. Les Nations Unies ne vont pas du tout imposer au gouvernement, aux Somaliens un gouvernement. C'est au peuple somalien de choisir lui-même le gouvernement qu'il décide. Supposez que demain il décide d'opter pour un gouvernement intégriste, nous allons respecter son choix. Alors, monsieur le secrétaire général, la décision américaine a été prise justement avant le vote d'une résolution du Conseil de sécurité. Non, vous n'avez pas l'impression que l'ONU est redevenue le machin des Américains? Vous vous trompez, certainement pas. Maintenant, je ne veux pas un seul instant sous-estimer l'importance des États-Unis par rapport aux Nations Unies et par rapport à la conjoncture internationale. Sans le support des Nations Unies, sans le support des États-Unis, les Nations Unies ne pourront pas jouer le rôle qu'elles jouent en ce moment. Monsieur Boutros-Ghali, un dernier mot à propos de l'Irak. Depuis 3 jours, les Américains dénoncent les violations par l'aviation irakienne, de l'espace d'exclusion décidé par l'ONU au-dessus de l'Irak. Redoutez-vous une nouvelle escalade dans cette région? Bien, j'espère que nous pourrons éviter une nouvelle escalade et la diplomatie onusienne est en train de faire les efforts nécessaires pour expliquer aux Irakiens qu'il est dans l'intérêt du peuple irakien de respecter les résolutions qui ont été adoptées par les Nations Unies. Monsieur Boutros-Ghali, je vous remercie d'avoir été l'invité de ce 19-20. Après 74 ans de cohabitation, pas toujours facile, les Tchèques et les Slovaques se séparent. Le divorce sera officiellement prononcé le 1er janvier prochain. Un divorce à l'amiable avec partage du patrimoine, y compris des armes. Reportage de Pascal Verdeau et Philippe Jasselin. Regardez bien la manœuvre. Un véhicule blindé, 2 chars de combat. L'un des engins part à droite, les 2 autres vont suivre à gauche. C'est la règle du 2+1 qui a permis le partage de l'armée tchécoslovaque. 2 fois plus de matériel, d'obus, d'avions pour les Tchèques que pour les Slovaques, car les amis tchèques sont 2 fois plus nombreux. Nous sommes à l'école militaire supérieure de Vyškov, en Moravie, l'équivalent de notre Saint-Cyr. Cours de transmission pour ces officiers de réserve, assurés par des professeurs tchèques et slovaques. L'an prochain, une petite partie seulement des enseignants slovaques retournera vivre au pays. La majorité préfère rester en République tchèque pour des raisons familiales, mais aussi parce que leur confiance dans les institutions va plutôt vers Prague que vers Bratislava. La séparation était inutile car bon ou mauvais, nous avions construit quelque chose ensemble. Ce que je souhaite à la jeune République slovaque, du succès, une économie stable et ses problématiques à l'heure actuelle, une véritable démocratie. En règle générale, l'armée était attachée à la République tchécoslovaque. Les militaires réagissent sportivement, en bons citoyens, mais ils ont le sentiment de n'avoir pas vraiment été consultés. La faute aux politiques. Moi, je trouve ça comme une maladie qu'on ne sait pas guérir, nous les malades. Ce sont les médecins, les politiciens qui représentent les médecins, qui ont les médicaments, mais je ne pense pas qu'ils vont les utiliser. Quel est le sentiment qui restera alors dans l'esprit?
Je crois peut-être un peu de nostalgie, c'est tout. Voilà, et ce divorce tchécoslovaque sera le thème du dossier du soir sur la 3 à 22h40. Le métro français victime de 2 pannes sur les marchés étrangers. Coup sur coup, ses responsables ont en effet appris que la Chine annulait un contrat de 1 milliard de dollars pour la construction du métro de Canton. Et en Égypte, ce sont les Japonais qui leur ont soufflé un marché. Philippe Visserias. Voici le métro de l'an 2000. C'est ce type de rame, présenté aujourd'hui à Paris, que le couple RATP-Alstom voulait vendre à la ville de Canton. Les Français tenaient même la corde parmi les nombreux candidats à la construction du futur métro de cette ville du sud de la Chine. Mais aujourd'hui, patatrac. Interviewé par un journal de Hong Kong, le maire de Canton affirme que les entreprises françaises sont exclues des négociations. D'après lui, l'ordre provient directement du gouvernement chinois. En fait, ce serait une riposte de la Chine populaire. Pékin proteste ainsi contre la vente le mois dernier de 60 Mirage 2000 français à Taïwan, qui est le frère ennemi de la Chine. Ces menaces de rétorsion s'étaient déjà manifestées il y a une semaine par l'annonce de la fermeture du consulat français à Canton. Officiellement aujourd'hui, ni le gouvernement ni les entreprises françaises ne s'avouent vaincus. On espère même un revirement du gouvernement chinois. Le contre-coup est plus stratégique. Canton, c'est l'endroit où il faut investir en Chine. La croissance y est supérieure à 20%. Ce n'est pas aujourd'hui qu'Alstom pourra se refaire une santé sur le marché international. On apprend qu'un groupe japonais l'évince d'un contrat portant sur la fourniture de 165 voitures pour la 2e ligne du métro du Caire. En 1987, la première ligne avait été construite par Alstom. Politique, François Mitterrand et Pierre Bérégovoy au plus bas dans le dernier sondage BVA Paris Match de l'année. François Mitterrand voit sa cote de popularité baisser de 4 points avec seulement 32% d'opinion favorable. Et son Premier ministre Pierre Bérégovoy perd lui 3 points avec 36% de bonnes opinions. Bavure mortelle dans le port Canto à Cannes. La nuit dernière, un vigile a tué d'un coup de pistolet un jeune homme de 23 ans qu'il trouvait menaçant. Le vigile devait être déféré au parquet de Grasse ce soir ou demain matin. Enquête de Chantal Fassi. C'est ici, sur le quai numéro 5 du port Canto à Cannes, que Béchir Carmous, 23 ans, a été abattu cette nuit d'une balle en pleine tête par un gardien. Il était environ 1 h du matin. Repéré par les caméras du port, une voiture attire l'attention des gardiens. À son bord, 5 jeunes gens, 4 d'entre eux descendent, en proie à une discussion très animée. Envoyé sur place, un vigile tente alors d'évacuer les intrus, mais surpris par l'arrivée du conducteur, resté jusque-là au volant de sa voiture, il va sortir un pistolet et tirer presque à bout portant. Le coup serait selon lui parti en armant la culasse. Le vigile a été placé en garde à vue, reste maintenant à retrouver l'arme du crime. Elle a été jetée à l'eau aussitôt après les faits, une arme que le vigile détenait illégalement. Seules les bombes lacrymogènes sont en effet autorisées dans ce type de fonction. Le froid qui est tombé sur la France continue à faire des victimes. Après Mulhouse, c'est au Havre, en Seine-Maritime, qu'un clochard a été retrouvé mort de froid ce matin. Pour éviter ces drames, certaines communes ne manquent pas d'imagination. Ainsi, à Coulommiers, en Seine-et-Marne, la prison a été transformée en foyer d'accueil. Reportage Éric Dommage et Marc Dumini. Il y a des lieux qui, même 30 ans après leur fermeture, gardent le souvenir de leur usage. La prison de Coulommiers n'a jamais été un centre de loisirs. Mais avec un petit coup de peinture, beaucoup de temps et une certaine idée de l'humanité, une prison vide peut devenir un lieu ouvert où les portes ne se ferment plus que pour se protéger du froid. Ici, tout est à l'échelle locale. L'argent, la nourriture, les bénévoles et les accueillis, tout le monde vient du coin. La mairie de Coulommiers a donné le coup de peinture, paye l'électricité et prête la prison qui ne sert plus pour le cinéma. Les accueillants sont profs de gym, étudiants ou chômeurs. Les accueillis ont leur histoire, on ne leur demande pas à la porte. Et pour les gens qui sont ici, c'est un lieu d'amour, un lieu où ils se retrouvent, un lieu où ils retrouvent un nouvel espoir pour la vie. Le foyer d'accueil de nuit est à la dimension locale, 12 lits et une cellule pour les dames. Ici, on vient juste passer la nuit. Pour 10 francs symboliques, les sans-logis se retrouvent autour d'une table, d'une télé. La prison est bien loin. Pas de gardien, il n'y a pas de numéro d'écrou, il n'y a rien du tout. Parce que moi, déjà, j'étais en prison, alors moi, j'ai perdu les souvenirs.
Au grand étonnement de tout le monde, le nombre d'accueillis diminue chaque année. 3 sont morts, mais des solutions locales ont permis à d'autres de s'en sortir. Une cabane, une maison vide ou une petite chambre. En attendant, tous les soirs jusqu'en mars, les rues de Coulommiers se vident de leurs sans-abri. La prison, elle, garde leurs rêves et leurs espoirs. Plus de peur que de mal pour un juge d'application des peines de Caen. Elle a été en effet prise en otage pendant 2h30 par un détenu qui voulait tout simplement changer de prison. Des fous du volant, au sens amoureux du terme, on en trouvera beaucoup vendredi matin, place du Trocadéro à Paris. Tous ceux qui vont participer à la nouvelle édition du Paris-Dakar. Pour le moment, ils sont encore à Orléans, où s'effectuent les dernières vérifications techniques et administratives. Alain Dorgans. À 2 jours du grand départ, les 155 concurrents du 15e Paris-Dakar se soumettent aux révisions administratives et techniques à Orléans. Exercice terre à terre, en attendant l'aventure avec la traversée du désert, prévue le 4 janvier prochain. D'ici là, les 46 motos, 66 voitures et 43 camions seront le point de mire des badauds amateurs de sensations fortes et émerveillés par la mécanique sophistiquée de ces bolides. L'attention sera polarisée par Mitsubishi et Citroën. La firme française, parée de nouveaux atours et de nouvelles couleurs, passant du jaune au rouge, loi anti-tabac oblige, présente un plateau remarquable avec notamment Harry Vatanen et Hubert Auriol, 7 victoires à eux deux. De quoi faire pâlir de jalousie les 100 grades, voués au second rôle dans l'ombre des dunes de Mauritanie, l'un des 4 pays africains visités par les 8900 kilomètres du parcours volontairement court et sélectif concocté par Gilbert Sabine. Oui, c'est moi qui l'ai dessiné, c'est moi qui ai choisi les étapes avec mon équipe bien entendu, c'est moi qui ai reconnu également. C'est un parcours qui va être pur et dur, avec des étapes de navigation, avec des étapes sans roadbook, avec des étapes où chacun, à mon avis, a sa chance, ça dépend du copilote. Les vérifications techniques, passage obligé des véhicules participant à ce raid des sables, prendront fin demain soir. Ensuite, la longue caravane remontera vers la capitale pour renouer avec ses origines, se rassembler à l'image de la première édition sur l'esplanade du Trocadéro, d'où le départ sera donné le 1er janvier à 6h15 du matin et retransmis en direct sur France Télévisions. Après 8900 km de course, l'arrivée sera jugée le 16 janvier sur la plage de Dakar. Voilà, avant de refermer ce journal, un autre genre de sport, les résultats, les rapports du tiercé écarté quinté plus de cet après-midi à Vincennes. Alors pour gagner, vous voyez, le tiercé, il fallait jouer le 1, le 3, le 8. Pour gagner le quarté, il fallait ajouter le 6. Enfin, pour remporter le quinté plus, vous deviez jouer le 1, le 3, le 8, le 6 et le 5. C'est la fin de cette édition du 19-20. À 20h45, vous avez rendez-vous avec Émilie et la passion d'une vie. À 22h40, vous retrouverez Catherine Matoche pour le soir sur la 3. Dans quelques secondes, le rappel des titres de vos actualités régionales, suivi de la météo de Michel Touret. Très bonne soirée sur France 3 et à demain.